évidemment, on va parler du pétrole. Les choses se sont un petit peu calmées, on va dire. Alors c'est vrai qu'on était frappé de stupeur là, sur toutes les chaînes d'infos et les chaînes généralistes sur la violence de la hausse, etc. Alors nous, on s'est employé quand même depuis hier, que ce soit dans l'émission, que ce soit dans BFM Bourse, à expliquer que oui, on a une réaction épidermique des marchés, puis surtout qui est très concentrée sur un nombre de jours assez limité, alors que durant l'ouverture des hostilités entre Russie et Ukraine, ça avait mis un peu plus longtemps à monter, mais c'était monté quand même diablement fort. Et c'est vrai que là, on a une tendance qui est tout à fait différente, avec un marché du pétrole qui connaît sans doute une volatilité historique. C'est vrai que vu les progressions de cours qu'on a eues ces derniers jours, on y est, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si on regarde à 5 ans sur les cours du pétrole et notamment le Brent, on voit qu'on n'est pas sur des mouvements absolument telluriques, comme on le dit. Il y a quand même quelques niveaux principaux à surveiller, je pense, Félix, et on va en parler. Quels sont les niveaux que vous surveillez, vous, sur le pétrole ? Alors, j'ai vu ça avec mes confrères traders de matières premières à Genève notamment, qui travaillent avec le club des investisseurs indépendants. Il y a 3 niveaux. Un niveau un petit peu au-dessus de 90, on va dire 92, 95. Un niveau à 100, j'y reviendrai, et un niveau à 118. Avant ça, je voudrais juste reparler un peu de comment c'est possible d'avoir dans une journée comme hier des futurs sur le pétrole qui augmentent de 30% et qui perdent 30%, ce qui signifie qu'on finit la journée plus bas qu'on ne l'a commencé. C'est ça. Parce que ce qui est en jeu là, c'est pas la demande pour le pétrole en tant que tel sur la consommation. Aujourd'hui, si le pétrole coûte très cher, c'est parce que le pétrole immédiatement disponible à 2 semaines, 1 mois, vaut plus cher que le pétrole qu'on pourra avoir dans 6 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché en backwardation. Ça veut dire, a priori, on en consommera moins et il sera moins cher, il sera plus disponible dans 6 mois. Ce qui s'est passé hier, on a tous vu ce qui se passait avec Hormuz. Hormuz, c'est le point de départ. Quand on anticipe un blocage sur 20% du transit de l'énergie, forcément, ça accélère un petit peu le stress sur le pétrole. Mais ça a été amplifié par 3 mouvements. Déjà, il y a tous ceux qui regardaient les statistiques historiques et qui shortent le pétrole. Qui se disent, le pétrole, ça valait 60 il y a 1 mois sur le Brent ou sur le WTI. Je suis à la baisse. Forcément, quand ça monte, ils doivent déboucler leur position et passer dans l'autre sens. Voilà. Deuxièmement, il y a tous les traders là en pétrole, non plus sur option, mais en pétrole réel, en baril, qui font leur stock parce qu'ils voient les cours augmenter et ils veulent essayer de lisser leur achat. Deuxième mouvement. Troisième mouvement, les algorithmes, bêtes et méchants, ça monte, et on va dans la montée. Donc, c'est ce qui fait qu'on passe dans une journée de 95 à 120. On fait le plus 30. Mais là, à partir de ce moment-là, on arrive, je vous parlais du niveau de 118-120, à un niveau où on n'est plus lié vraiment à une demande, mais à un stress géopolitique. Où là, on commence à se dire, après 120, ça peut être 140, on peut augmenter de plus $5 par jour, pourquoi pas 200 bientôt. Et c'est là que les traders, les marchés se posent la question de la zone crédible. Est-ce que c'est crédible que ça continue à augmenter ? Et la réponse qui a été apportée hier, c'est non. Non, pourquoi ? Parce que, Trump a commencé à parler de désescalade. Alors évidemment, lui, il est intéressé. Il n'a pas du tout envie que le prix de l'essence à la pompe continue à augmenter pour les Américains, surtout à l'approche des midterms. Puis ensuite, vous avez tous les pays du G7 qui parlent d'aller taper dans leurs réserves stratégiques, ce qui, techniquement, est tout à fait possible. Les États-Unis, eux, ils ont la plus petite. Proportionnellement, ils peuvent tenir 3 semaines. Les Japonais, ils peuvent tenir 80 jours. Mais quoi qu'il en soit, reconstituer les stocks, ça ne serait pas trop compliqué puisque ça se fait dans le temps. Donc, vous avez, en plus de ça, tous ceux qui avaient pris 30% dans la journée, tous les traders qui en ont profité pour revendre, et c'est ce qu'on appelle vraiment un short squeeze. Donc, on a une journée finalement quasi neutre, même si on a eu une très forte volatilité. On en revient à mes 3 niveaux. Pourquoi je vous parlais de 92-95 ? Ça, c'est le support majeur, parce que ça correspond à la zone d'achat de beaucoup d'investisseurs. Pourquoi ? Alors que le baril valait $60 ? Parce qu'en fait, ça correspond globalement au coût de production des pétroliers américains sur les pétroles de schiste. Et on se souvient qu'avant, de toute manière, cette intervention en Iran, les cours quand même étaient sur une pente haussière depuis quelques semaines. Bien sûr, ils sont sur une pente haussière de 30-35% depuis quelques semaines. Donc si on tient au-dessus de ce premier niveau 92-95, qui est très surveillé par les traders, on se dit qu'on est sur un support à l'achat. Pas forcément un marché haussier, mais un support à l'achat. 2, vous avez le pivot à $100. $100, c'est le pivot psychologique. C'est bête, c'est méchant, mais c'est un chiffre rond. Et surtout, ça correspond à un strike, à un prix d'exercice des options à la vente ou à l'achat sur tous les contrats à terme sur le marché du pétrole. Et le marché du pétrole, il est beaucoup plus fait par les options que par les achats spot de barils. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment le niveau gamma. Si on est au-dessus de $100, on va vraiment être sur un marché haussier.
si on est sur, au-dessus de $100 de manière durable dans les semaines qui viennent. Si on est en dessous, il y a une pression vendeuse, ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler. Troisième prix dont je vous parlais, entre 118 et 120, ce qu'on a tapé hier, là on n'est plus du tout dans une demande liée à la consommation de pétrole ou à la constitution de stock. Le prix du pétrole devient un indicateur de stress géopolitique, où vous avez des analystes qui disent que ça peut augmenter de $5 par jour de blocage du détroit d'Ormuz. Et donc, on voit Goldman qui dit c'est $200 dans 3 semaines. Ben voilà, parce que j'allais vous le dire, plus 30, moins 30, journée neutre. Moi, je me souviens d'une belle journée d'avril 2020 où le pétrole avait terminé en cours négatif. Bien sûr. Donc, il faut vraiment dissiper la poussière pour décrypter les vraies tendances. Justement, il ne faut pas se faire traumatiser par des journées comme celle d'hier. De toute façon, il y a toujours, parce que la demande sur les matières premières n'est pas liée juste à la consommation. Comme je l'ai dit, il y a de la politique, de la géopolitique, des craintes d'inflation, des anticipations de stock. Donc, c'est multifactoriel. Ce qui est important, c'est de retenir ce que des gérants de hedge funds me disaient hier. On observe sur les prochaines semaines, on va évoluer dans un tunnel entre 90 et 120. Impossible de dire si ça sera l'un ou ça sera l'autre, mais il y a deux pressions. La pression baissière d'abord, c'est de dire que la croissance mondiale, elle est plutôt fragile. La demande chinoise, elle est en ralentissement. Et s'il y a besoin d'avoir une production américaine pour compenser la production du Moyen-Orient, le pétrole de schiste, même s'il est cher, il est toujours élevé. De l'autre côté, vous avez la pression haussière, géopolitique, qui dit que tant qu'il y a des tensions au Moyen-Orient, les cours ont tendance plutôt à aller à la hausse qu'à la baisse. Et puis, le deuxième stress, alors là, c'est plus lié vraiment techniquement au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans l'exploration pétrolière sur les dernières années. Donc, s'il y a un indicateur à observer en permanence, tous les jours, vous pouvez le faire, c'est facile. Vous regardez le spread des options sur le pétrole. Vous trouvez ça sur tous les sites bien informés. Je suis sûr que le Revenu pourrait les publier. C'est quoi les publie. Le spread, c'est l'écart entre les futurs, donc les contrats à terme à 6 mois et à 1 mois. Et je reviens là-dessus. C'est si le pétrole à 6 mois est moins cher que le pétrole à 1 mois, et c'est le cas actuellement, il y a un spread de $14, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à acheter le pétrole très cher pour qu'il soit disponible. Pas forcément parce qu'on a besoin, mais pour qu'il soit disponible. Donc, Christian Fontaine, un commentaire sur cette agitation autour du marché pétrolier. Je suppose que l'actu du week-end vous a un petit peu sorti les yeux des orbites, et puis les lecteurs du Revenu, et puis nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on se pose plein de questions. Mais c'est un cas d'école. En fait, ce qui se passe aussi bien sur le dollar, alors là, on pourrait citer le dollar, bien sûr, le baril de pétrole, voire les indices boursiers, c'est exactement un scénario très proche pour les indices boursiers à ce qui s'est passé l'année dernière au mois d'avril au moment des tarifs. À savoir qu'on enchaîne de fortes séances de hausse avec des fortes séances de baisse. Dans le cas inverse, donc en ce qui concerne hier et aujourd'hui. Et donc, pour un particulier, c'est vrai qu'il faut, ne pas paniquer, et deux, bien sûr, éviter de modifier son allocation ou sa stratégie à long terme. C'est clair. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Il y a quand même 3 bonnes raisons de ne pas paniquer. D'abord, lorsqu'on regarde les indices boursiers depuis le début de l'année, on est à peu près flat. Enfin, le rouge ne l'emporte pas, c'est assez flat. Deuxièmement, vous le disiez tout à l'heure, Antoine, en introduction, on est repassé donc, pour le CAC 40 au-dessus du seuil fatidique des 8000. Le dollar s'était un peu redressé puisqu'on était à 1,16, on était à 1,20 à fin du mois de janvier, et maintenant on est plutôt autour de 1,16, donc ça c'est plutôt favorable pour tous les particuliers qui nous suivent, qui sont largement investis, notamment en actions américaines. Vous savez, en bourse, il y a ce qu'on appelle le biais de familiarité, c'est-à-dire les Français ont tendance à être essentiellement investis en actions françaises, les Anglais en actions anglaises, ça. Et c'est vrai que ce biais est de moins en moins fort, et ces dernières années, beaucoup d'investisseurs français, notamment des jeunes investisseurs, ont diversifié leur portefeuille à l'international, et donc la revalorisation du dollar leur est profitable. Alors, ça ne veut pas dire que dans ces périodes de stress, il ne faut rien faire. Au contraire, je dirais que d'abord, il faut s'interroger et se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est est-ce que le pourcentage de mes placements investis en bourse est compatible avec mon profil d'investisseur, Très concrètement, c'est est-ce que je ne suis pas surexposé? Alors ça, c'est la question souvent qu'on pose sur les plateaux. Mais en réalité, pour les Français, 9 fois 99% des Français sont sous-exposés au monde, aux actions. Il n'y a
que autour de 10% des Français qui détiennent des titres en direct. Donc, sur le plan tactique, même lorsque les marchés reculent, on peut s'interroger, en tout cas, si vous n'êtes pas du tout investi en actions, est-ce que vous n'auriez pas intérêt, dans une optique de moyen long terme, à vous commencer à vous constituer une ligne. Ensuite, donc, on se pose des bonnes questions, et deux, effectivement, il faut quand même s'interroger sur la protection de son portefeuille. Oui, bien sûr. Donc, pas de mouvements, ce qu'on appelle au revenu des mouvements en essuie-glace, c'est-à-dire que je vends tout ou j'achète tout, parce que là, on l'a clairement vu. Hein. Hier matin, le CAC 40 a ouvert à -3. Aujourd'hui, rebond, d'abord, réduction de la baisse. Et hier, on a terminé à moins de moins. En dessous de moins, tout à fait, au-dessus de -1. Et puis là, on rebondit de +2. Donc, essayer de faire ce qu'on appelle du market timing, d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, en ce moment, c'est quand même très, très risqué. Hein. Ouais, surtout en ce moment. Ouais. Et puis, vous savez, alors, les stratégies de protection, on pourrait en parler pendant des heures. Revenu, il y en a une qui surpasse toutes les autres, c'est la stratégie 60-40, 60% de fonds en euros, un placement qui revient sur le devant de la scène avec des grosses collectes, avec des rendements autour de 3%, une garantie sur le capital proposée, offerte par les assureurs, un effet cliquet, 3% de rendement, 60% de vos placements financiers pour la protection, 40% en actions internationales pour le dynamisme et le rendement. Pourquoi c'est la répartition gagnante? Parce que sur le long terme, ça vous assure autour de 4-5%. C'est déjà pas mal sur le long terme. Voilà. Donc, ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer, sauf si on est un investisseur très, très averti, ne pas faire de market timing. Je serais plus prudent quand même, sauf en tout cas, on ne spécule pas sur les matières premières, d'abord, parce que c'est très compliqué en pratique. Il y a des problèmes de support d'investissement. On pourrait en discuter. Puis on a bien vu hier, je veux dire, on ouvre l'information de la matinée, une progression de 25% du baril, et à la fin de l'année, on termine flat. Donc déjà, à moins d'être devant sa table de marché, c'est quand même très difficile d'en profiter. Donc on ne panique pas et on reste fidèle à son allocation, à une bonne allocation 60-40. Félix, il y a autre chose que je retiens. Ça peut paraître bizarre, c'est tous ces messages paniqués de Français qui n'arrivent pas à rentrer, etc. Et cette impression que pour eux, comme pour les marchés, c'est oui, le Moyen-Orient, c'est une zone de tension historique depuis 3000 ans, peut-être, à peu près. Ça reste une zone d'instabilité majeure. Il faut peut-être se mettre ça dans la tête. Il n'y a pas de... faut peut-être se remettre dans la tête qu'il y a des risques qu'on avait oubliés sur les marchés. Et ça nous ramène au sujet un petit peu de la complaisance. C'est que, voilà, il y a des points chauds. Il faut faire attention. C'est bête à dire, mais c'est peut-être ce que les marchés sont en train d'éprouver en ce moment. Oui, c'est un retour au principe de réalité. Hein, mais vous avez raison. La zone entre le Tigre et l'Euphrate, sur 3000 ans, tantôt... Depuis les Nabatéens, c'est un paradis perdu. Et de temps en temps, c'est aussi une zone de guerre. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que les gens qui étaient dans les différentes zones émiraties l'ont vu. C'est un hub sur le plan ici, c'est aussi sur le plan transport, c'est un hub extraordinaire. Commerce international, énergie, évidemment. Il y a un très fort dynamisme économique, mais encore une fois, et ça, je pense qu'on pourrait être d'accord avec Christian là-dessus, c'est que si vous exposez à un fort dynamisme ou à une forte volatilité, n'oubliez jamais votre couple rendement-risque. Si vous exposez à des rendements élevés, ça n'existe pas d'avoir en face une garantie sur quoi que ce soit. Ça se paye. L'investissement en capital comporte des risques, c'est ce qu'on dit avant toute chose, et il faut le rappeler. Ouais, donc peut-être de quoi bouger les curseurs légèrement. Et toujours diversifier, notamment au niveau géographique. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est vrai que les capitaux internationaux se sont pas mal déplacés des États-Unis vers l'Europe au cours des 6 derniers mois. Mais qu'est-ce qui se passe depuis une semaine? Ils retournent aux États-Unis. C'est pour ça que le dollar est relativement fort. C'est pour ça que les indices américains ont moins souffert hier et moins souffert la semaine dernière. C'est pour ça que le dollar se renforce aussi. Donc vraiment conserver cette diversification géographique. Attention, diversification ne signifie pas saupoudrage. Souvenez-vous ce que disait Warren Buffett. Il mettait vraiment en garde contre le style. Il appelait ça arche de Noé. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Même, bien sûr qu'il faut diversifier, bien sûr qu'il faut sans doute éviter aucune ligne au-delà de 15-20% grand maximum. Mais attention de conserver quand même un portefeuille relativement concentré avec des
des vraies prises de position. Hein. Si vous multipliez une centaine de lignes dans un portefeuille, bon, c'est ingérable. En fait, pour un particulier, c'est surtout insuivable. On ne peut pas suivre l'actualité d'une centaine de lignes. Conseil du revenu, une dizaine de lignes si vous commencez. Ensuite, si vous êtes un investisseur un peu plus expert, vous pouvez monter à une vingtaine de lignes. Mais voilà, on parle beaucoup de diversification sur votre antenne, au revenu aussi, bien sûr, mais ça m'a semblé important de rappeler que diversification n'est pas égale à saupoudrage. Oui, et donc, oui, vous vouliez ajouter, Félix ? Non, mais je me disais que par anticipation, il y a un an, on allait rentrer dans le creux des conflits liés aux tarifs douaniers et de la baisse qui a suivi. On est en train de suivre un peu la même chose avec ces raids sur le Venezuela, sur l'Iran. Le but de Trump aussi, c'est d'avoir des Liberation Day qui permettent de libérer non seulement les marchés, mais aussi le potentiel d'électeurs à l'approche des mi-termes. D'annoncer des bonnes nouvelles, c'est aussi simple que ça pour un policier américain. Bon, c'est compliqué à suivre, hein, mais c'est absolument ce que j'appelle le nouveau désordre mondial. Voilà, c'est ça. Voilà.